Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 20. Et aujourd'hui, pour cet exercice numéro 20, et fêter déjà l'exercice numéro 20, nous allons attaquer l'exercice suivant, assez étonnant, ou si on veut, assez rigolo. Si j'ai une fonction qui est continue de R vers R, bien sûr, impériodique et bipériodique, alors la fonction est constante. Voilà, je vous laisse y réfléchir un petit peu de votre côté. N'hésitez pas à faire une pause à la vidéo, comme d'habitude. Vous savez comment ça marche. Bon, alors du coup, pour cet exercice de colle, cet exercice-là, il est loin d'être très facile. D'accord? Assez loin d'être facile. En fait, derrière cet exercice, il y a un exercice de groupe qu'il va falloir qu'on attaque en premier lieu. Et l'exercice de groupe que nous allons attaquer, même si on ne le voit pas là, mais il se cache vraiment, l'exercice de groupe que nous allons voir, en fait, que je vais appeler 20 bis, c'est le suivant. Donc si G est un sous-groupe de R, alors il y a deux possibilités. Donc, l'une des assertions suivantes est vérifiée. Soit G est égal à un certain réel fois Z, c'est-à-dire que tous les éléments du groupe sont des multiples d'un certain réel positif non nul, ou alors G est dense dans R. Voilà l'exercice, on va dire, caché dans cet exercice 20. Alors pareil, maintenant que j'ai posé cet exercice, je vous laisse réfléchir pour résoudre cet exercice 20 bis, qu'on va résoudre là maintenant. Et puis une fois qu'on aura résolu le 20 bis, eh bien, on va résoudre l'exercice 20 grâce à ce résultat. Ok, vous avez fait une pause, si ce n'est pas encore le cas, faites-le, pour essayer de le faire par vous-même. Et donc, bon, on est parti pour la résolution de ces deux exercices, et donc dans un premier temps, de 20 bis. Alors pour résoudre 20 bis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à un nombre bien particulier lié au groupe G et à R. Alors, c'est vrai que, oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'on va voir suivant la valeur de cette chose que je vais vous introduire, qui fait que, bon, il y a quand même des petites subtilités à vérifier. Mais, donc l'élément que nous allons regarder est le suivant. On va regarder le nombre M qui sera l'inf de G inter R plus étoile. On va regarder cet élément-là. Et on va différencier deux cas de figure. Donc, pareil, essayez de deviner ces deux cas de figure. Donc, les deux cas de figure qu'on va regarder sont si M est différent de 0. Et le deuxième cas de figure, c'est si M est égal à 0. On va regarder ces deux cas de figure. Et chacun des cas de figure vont nous donner des réponses différentes. Donc justement, le premier cas de figure devrait nous ramener au premier cas de figure, donc la première assertion. Et le deuxième cas de figure devrait nous ramener à la deuxième assertion. Alors bien sûr, il y a quand même un cas particulier, c'est si le groupe est réduit à 0. Bon, ça, on s'en occupera à ce moment-là. Hop. Alors commençons par supposer que l'inf est différent de 0. Alors on va montrer que en fait, cet inf est en fait un minimum. Donc c'est-à-dire, montrons que M appartient à G. Ok? Bon, alors supposons que M n'appartient pas à G, on va le faire par contradiction. Supposons que M n'appartient pas à G.
Si M n'appartient pas à G, par définition de l'inf, je sais que pour tout epsilon, plus grand que 0, il existe un élément dans G inter R plus étoile, donc il existe G appartenant à G inter R plus étoile, tel que, eh bien on a M qui est inférieur ou égal à... donc si j'appartiens pas à G, je ne peux pas être égal, hein, bien sûr, qui est inférieur strict à G, qui est inférieur strict à M plus epsilon. Bon, et puis, ça c'est une propriété chez les réels, quand j'ai un élément qui est plus grand strictement à un autre élément, ça veut dire que ce élément plus grand strictement, je peux l'écrire comme étant un certain M plus un certain epsilon, alors je vais me permettre de l'appeler epsilon 1. Ok? Alors maintenant que je l'ai appelé epsilon 1, je peux poser epsilon égale epsilon 1, et dans ce cas-là, je vais trouver l'existence d'un autre élément, G', qui appartient à G inter R plus étoile. Obligatoirement un autre élément, puisque je dois avoir une inégalité stricte ici. Hein. Donc il va exister un G' tel que, on a encore une fois M qui est plus petit strict à G', mais qui va être plus petit strict à G, donc M plus epsilon 1. Ok. Maintenant que j'ai ces deux éléments, ce que je vais faire, c'est que je vais faire G moins G'. Et on va voir ce qui va se passer. Donc si je fais G moins G', eh bien G moins G', comme G est plus grand que G', j'ai un élément qui va être donc strictement plus grand que 0. Ok? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je sais que mon G, il est compris entre M et M plus epsilon. Mon G', il est compris entre M et G. Ce qui signifie que la différence entre les deux, entre G et G', je sais déjà qu'elle est positive, ça on l'a dit, mais je sais également que ça va être plus petit que epsilon. Il suffit d'un petit peu de manipulation sur les inégalités pour s'en convaincre davantage, si vous n'êtes déjà pas convaincu par ce que je viens de dire. Donc voilà. Bon, il n'y a plus qu'à choisir le bon epsilon en fait. Il n'y a plus qu'à choisir le bon epsilon pour que notre affaire amène à une contradiction. Et bien le epsilon que je vais choisir, c'est directement M. Puisque M est différent de 0, M est plus grand strict à 0. Donc si nous prenons M, epsilon égale M, qui est donc plus grand strictement à 0, je rappelle que c'est l'inf de G inter R plus étoile, comme M est différent de 0, ce truc-là, donc le M doit être un élément strictement positif. Ok? Donc, si nous prenons epsilon comme étant égal à M, plus grand que 0, eh bien je viens de trouver un élément, donc alors, j'ai G moins G' qui appartient au groupe, puisque je suis en train de faire une soustraction de deux éléments du groupe, donc ça reste dans le groupe, et G moins G' qui est plus grand strict à 0, plus petit strict à M. Et donc ça amène à une contradiction avec le fait que M est l'inf de G inter R plus étoile. Donc, contradiction avec la définition de M. Voilà, donc avec ça, on vient déjà de montrer que M appartient à G. Ok. Hop. J'efface, afin de retrouver un peu de place et de continuer mon raisonnement, maintenant que je sais que M appartient à G. Maintenant, à la place de montrer que, je mets donc. Donc M appartient à G. Ok. Si M appartient à G, ça veut dire qu'en fait l'inf est un minimum, au passage. Et puis maintenant, on va montrer que n'importe quel élément dans G est un multiple de M. Et on va se réduire d'abord aux éléments qui sont positifs. Donc prenons soit G appartenant à G, et on va le supposer positif, strictement. Bon, alors j'ai deux réels, j'ai M et G,
de réels positifs, je peux appliquer un certain théorème, ou lemme plutôt, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de très fort, je peux appliquer ce qu'on appelle le lemme d'Archimède, qui me dit la chose suivante. Il existe un entier n naturel tel que, eh bien, m fois n va être plus petit que ou égal à g et va être plus petit strict, g va être plus petit strict à m fois n plus 1. Alors comment on prouve le lemme d'Archimède? On peut utiliser des choses avec la partie entière. Ça marche, on regarde la partie entière de G sur M, par exemple. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser le fait que la suite de M fois N, M fixé et N, vous faites bouger dans les entiers naturels, la suite M fois N tend vers plus infini, et donc dire que ça tend vers plus infini, vous pouvez le réécrire avec l'histoire de dire que pour tout grand N plus grand que 0, il existe un entier N à partir duquel je suis plus grand que M, et si vous remplacez grand M par G et tout ça, bah, normalement vous trouvez ce qu'il faut. Ok, donc bon, il y a plusieurs façons de montrer ce lemme d'Archimède. Mais voilà, donc là je l'applique directement. J'ai ça, ok. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire m moins m fois n. Donc je vais faire une petite soustraction, ce qui va m'amener à dire qu'on a 0 inférieur ou égal à g moins m fois n, inférieur strict à, bah, du coup, m. Sauf que ce truc-là, bah, je viens de faire un élément du groupe moins un autre élément du groupe. Donc ce truc-là, il appartient à G. Ok? Et s'il est différent de 0, j'ai alors un nouvel élément du groupe qui est plus petit strict à M. Donc ça voudrait dire, encore une fois, que ça contredirait le fait que M est l'inf de cette chose-là. Ok? Ou le min de cette chose-là. Donc, nous n'avons pas le choix. Donc, par définition de M, cela implique que G moins M fois N, il est égal à 0. On n'a pas le choix. Si c'était différent de 0, alors on aurait un nouvel inf, et ça serait une contradiction avec l'inf défini comme étant M. Donc on a ça, et du coup on conclut que G est bien égal à M fois N pour un certain entier naturel N. Voilà. Et puis bah, pour ce qui se passe pour G négatif, il suffit de remplacer G par moins G. Donc si G est négatif, remplacer G par moins G. En faisant ça, moins G sera positif, on aura donc cette propriété qui dit qu'il y a un entier naturel tel que moins G s'écrit M fois l'entier naturel, et après vous multipliez par moins 1 et vous obtenez que G est égal à M fois un entier relatif. Conclusion. Eh bien on a que G est inclus dans, attention inclus, est inclus dans M fois Z. Mais on a aussi l'inclusion dans l'autre sens, c'est assez trivial, dès qu'on a un élément du groupe, on peut l'additionner autant de fois qu'on veut par lui-même, on peut le soustraire autant de fois qu'on veut par lui-même, et donc on a que, donc, trivialement, facilement, si vous n'êtes pas convaincu, essayez de le faire par vous-même, vous allez voir que c'est pas très dur. MZ est inclus dans G. Donc G égale MZ. Voilà. Donc on vient de montrer déjà que l'un des cas suivants, l'une des assertions est bien atteinte. Ok, et donc ça c'est le cas. J'efface à présent. Encore une fois, si je vais un peu vite en effaçant, n'hésitez pas à faire une petite pause. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. N'hésitez pas à faire une petite pause si vous voulez prendre un peu plus de temps pour bien comprendre ce qui a été écrit. Maintenant, attaquons le deuxième cas. Deuxième cas de figure, si M est égal à 0. Alors, ce deuxième cas de figure, qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a déjà un truc que je devais mettre de côté, je vous l'ai dit vite fait, mais je vais le faire maintenant. On va éviter le cas trivial, donc si G égale 0, bon, on conclut.
D'accord? On conclut parce que ça va être 0 fois z, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui vérifie le premier cas. Ok? Alors maintenant, je vais supposer que g est différent de 0. Donc c'est pas réduit qu'à un seul élément. Bon. Alors si c'est pas réduit à un seul élément, je sais que g inter R plus étoile est non vide. Puisque si c'est pas réduit à 0, il y a forcément un élément différent de 0. S'il est négatif, j'ai son opposé. D'accord? Donc je sais déjà que g inter R plus étoile est non vide. Donc g inter 1 est non vide. Oui, d'ailleurs, c'est un cas, je suis en train de me dire, ça c'est un cas particulier parce que lui, il serait vide. Donc bon, ouais. C'est vraiment un cas très très particulier que je ne devrais pas avoir mis ici, que je devrais avoir mis en tant que... Donc je vais peut-être juste... Disons que c'est un cas étoile à part. Et maintenant on attaque le cas m égale 0 au cas où g est différent juste du groupe trivial. Bon, alors g inter R plus étoile est non vide. Et ce que je vais affirmer maintenant, c'est qu'il existe alors une suite d'éléments, donc Gm, appartenant à g inter R plus étoile, donc une suite d'éléments de réels positifs non nuls qui appartient à G, tel que, eh bien, Gn est strictement positif évidemment, mais il va être plus petit que 1 sur n. Bien. Bon, et pour montrer qu'un ensemble est dense dans un autre, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que pour n'importe quel élément que je vais prendre dans le grand ensemble, je peux trouver une suite d'éléments du plus petit ensemble qui va converger vers cet élément du plus grand ensemble. D'accord? Donc c'est comme ça que je vais démontrer la chose. Je vais prendre un élément réel, donc soit x, un réel. En ayant pris x, un réel, je vais avoir que... déjà, je vais me ramener tout de suite à un réel positif non nul en disant tout de suite que si x égale 0, on conclut, puisque 0 est dans G. Hein, c'est une propriété de groupe, l'élément neutre est toujours dans le groupe. Donc 0 est dans G. Et sinon, si x est négatif, encore une fois, on remplace x par moins x. Donc c'est-à-dire que je vais attaquer le cas où x est strictement positif. Donc, attaquons le cas où x est strictement positif. Donc si x est strictement positif, eh bien si je prends un Gn assez petit, ce que je peux faire c'est la chose suivante. Donc si je veux essayer de poser une suite d'éléments dans G, ce que je vais faire c'est que je vais poser donc comment dire, ce que je peux faire c'est que je peux poser l'élément x, n, comme étant, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, xn comme étant un certain entier. Comment je les ai? Je ne sais plus comment je l'ai noté, mais je vais noter ln fois gn avec ln égale partie entière de xn sur gn. C'est-à-dire que c'est l'entier pour le lemme d'Archimède, hein, si vous préférez. Pour le lemme d'Archimède. Si je pose cette suite-là, eh bien cette suite, elle va converger vers... pourquoi j'ai mis xn, c'est x peut-être? Oups, c'est mieux. Eh bien si je pose cette suite-là va converger vers xn.
Ok. Donc comment on va faire pour le montrer? Donc, montrons que xn tend vers x et que xn appartient à g pour tout n. Bon, alors déjà xn appartient à g pour tout n, c'est assez clair. Gn est un élément de g. D'accord? Donc, Gn appartient à g. Ainsi, ln fois Gn, donc un entier naturel fois Gn, donc ça veut dire en fait faire Gn additionner un certain nombre de fois, eh bien c'est dans G. Ça devrait être assez clair. Bon, alors maintenant le fait que ça converge. Le fait que ça converge va venir des inégalités qu'on doit vérifier par le lemme d'Archimède. Le lemme d'Archimède faisait en sorte qu'on a ln Gn qui est plus petit ou égal à x qui est plus petit strict à ln plus 1, attention le plus 1 n'est pas en indice, fois Gn. Ok, donc on a ça. Et puis je vais faire un peu comme tout à l'heure, hein. Donc je vais enlever ln Gn, donc j'ai x moins ln Gn, qui va donc être plus grand que 0 et plus petit que Gn. Mais, bon je l'ai dû l'effacer pour l'écrire, mais la suite de Gn qu'on avait pris, elle était faite pour qu'elle tende vers 0. C'est-à-dire que les Gn étaient tous plus petits que 1 sur n, si vous vous souvenez de ce que j'avais noté un petit peu plus tôt, avant d'effacer. Donc on a ça. Du coup, quand n tend vers l'infini, théorème des gendarmes, eh bien, chaque côté tend vers 0, donc lui tend vers 0. Et du coup, on conclut qu'en effet, ln Gn, la suite des xn, là, tend bien vers x. C'est gagné. Et donc on a bien la densité de G. Alors oui, j'ai fait là pour les réels positifs. Si j'ai un réel négatif, il suffit de le remplacer avec un moins. C'est tout, d'accord? Donc en fait, c'est moins ln Gn si vous voulez. Ça marche aussi. Et puis voilà, pour 0, c'est 0. Donc quoi qu'il arrive, on conclut que G est dense dans R. C'est-à-dire la deuxième option. Et voilà, je viens de résoudre donc l'exercice 20 bis. J'espère avoir été clair sur cette résolution. Maintenant, n'hésitez pas à faire une pause à la suite de cette résolution, afin d'essayer de résoudre cette question 20, connaissant le résultat de cet exercice. Ok. Bon, je pars pour la résolution de l'exercice 20 à présent. Et en fait, il faut se poser la question, mais quel est le groupe qui se cache là-dedans? Maintenant, résolution de l'exercice 20. Quel est le groupe qui se cache là-dedans? En fait, le groupe qui se cache là-dedans, c'est le groupe des périodes. Alors vous allez me dire, oui, mais les périodes, normalement, on doit avoir un réel positif non nul. En fait, on pourrait juste étendre un peu la définition dans notre cas d'exercice. On peut étendre un petit peu la définition de façon à ce qu'on ait bien un groupe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir l'ensemble suivant, paire F, comme étant l'ensemble des réels T, grand T, tel que, pour tout x dans les réels, f de x plus grand T est égal à f de x. D'accord? Donc j'agrandis un petit peu, parce que bon, dire que c'est une période, ça veut dire que je dois trouver un réel positif non nul, d'accord, là-dedans. Mais bon, je me permets d'étendre un peu la définition de période juste dans le cadre de cet exercice pour pouvoir parler groupe. Donc là, c'est pas très dur, il suffit, c'est pas très dur, il faut montrer que paire F est un groupe, sous-groupe de R. Bon, paire F est un sous-groupe de R. Alors, si paire F est un sous-groupe de R, on sait ce qu'il en est pour les sous-groupes de R. Soit on peut l'écrire comme ça, soit c'est dense dans R. Donc, alors PRF sous-groupe de R. Alors PRF sous-groupe de R, il n'y a pas grand-chose à vérifier. Est-ce que 0 est dedans? Oui. Donc 0 est dans PRF, et ce pour n'importe quelle fonction en fait, hein, si elle n'était pas périodique. 0 est toujours dans PRF. No problème. F de x est égal à f de x. Il n'y a rien de particulier à dire. Ok, et puis si
j'ai T1 et T2 qui appartiennent tous deux à paire F. Bon, bah, si je fais F de X plus T1 moins T2, bon, bah, je sais que T2 est dans paire F, donc je peux ajouter T2 à cette affaire. J'ai F donc de X plus T1 moins T2 plus T2, si je veux écrire un peu les choses proprement, pour mettre le détail. T2 moins T2 plus T2, ça s'en va. J'ai donc F de X plus T1, et ensuite je sais que T1 est dans paire F, donc F de X plus T1, c'est en fait F de X. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus en effet que T1 moins T2 est dans paire F. Et donc c'est gagné, j'ai bien un sous-groupe de R. Voilà. Puisque je viens de montrer les deux choses qu'il fallait. Bon. J'ai décrit mon secteur un peu. Je vais y arriver à peu près à écrire ce que je veux. Donc voilà, alors on vient de montrer que paire F est un sous-groupe de R. Alors maintenant la question c'est d'essayer de montrer l'une des deux choses. Et notamment, si on veut peut-être amener à une fonction constante, ça serait une bonne idée d'essayer de montrer qu'en fait le groupe paire F, dans notre exemple ici, serait dense. Vous voyez que je n'ai pas encore introduit toutes les choses que nous savons. Alors maintenant on va les introduire. Je sais que la fonction est impériodique et elle est pi-périodique. Donc c'est-à-dire, nous savons que 1 et pi sont dans paire F. Comme 1 et pi sont dans paire F, eh bien ça veut dire que le groupe formé par A plus B fois pi, avec A et B dans Z, est aussi dans paire F, est inclus dans paire F. Ça, c'est pas très dur à vérifier. Si pi est une période de F, bah, tous les multiples de pi, que ce soit avec des moins ou des plus, ça sera une période de F. Et puis 1, pareil, si F est impériodique, alors je peux ajouter 1 autant que je veux, ça ne changera rien. Je peux enlever 1 autant que je veux, ça ne changera rien. Et puis si vous faites une combinaison linéaire, enfin Z linéaire, parce que vous voulez un truc avec des entiers, si vous faites une combinaison Z linéaire de 1 et de pi, bah vous allez encore obtenir quelque chose, une nouvelle période de F. Okay, si vous n'êtes pas convaincu, je peux l'écrire rapidement en disant bah, j'ai F de X plus A plus B pi. Comme F est pi périodique, B pi s'en va, hein, j'ai F de X plus A, et donc F de X plus A, bah, ça, comme je sais que c'est impériodique, ça fait F de X. Okay, donc c'est pour... Là, c'est juste par pi période. Et là, c'est par 1 période. Okay, donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de si difficile que ça. Donc, cet élément-là, ce groupe, c'est un groupe, hein, ce groupe est inclus dans paire F. Et ce que j'affirme, c'est que ce groupe-là, bah, il est dense dans R. Alors, comme on a pu le montrer précédemment, quand on a un sous-groupe de R, on a donc deux options. Soit ce groupe s'écrit comme ça, soit ce groupe s'écrit comme ça. Ok? Alors, on va faire par l'absurde, on va supposer que le groupe que j'ai ici, que je vais appeler G, exactement comme dans le cadre de l'exercice ici, je vais supposer que G s'écrive comme ça, et puis bah, je vais avoir une contradiction. Donc, supposons que G s'écrive un certain réel fois Z, donc avec M appartenant à R plus étoile. Bon, bah si G s'écrit MZ, je peux noter que 1 appartient à G. Il suffit de prendre 1 égale 1 et B égale 0. 1 appartient à G, donc 1 s'écrit M fois alpha, avec alpha dans Z. Et donc ça veut dire que M s'écrit 1 sur alpha, puisque Z va être non nul. Enfin, le alpha que j'ai choisi va être non nul à cause du produit qui est non nul. Voilà, ok. Et je sais également que pi est dans G, puisqu'il suffit de prendre A égale 0, B égale 1. Pi est dans G, et donc pi s'écrit, si je garde cette supposition, s'écrit M fois bêta, avec bêta dans Z. Mais M fois bêta, ça s'écrit donc bêta sur alpha, puisque M égale 1 sur alpha. Et bêta sur alpha, vous avez le bêta et le alpha qui appartiennent tous deux à Z. Donc ça appartient au rationnel. Contradiction.
avec le fait que pi est irrationnel. Alors oui, le fait que pi est irrationnel, si vous vous posez la question, eh ben, je vous donne rendez-vous à l'exercice 21, où on parlera de l'irrationalité de pi. Comme ça complétera cet exercice 20. Si vous n'êtes pas convaincu par cette propriété que pi n'est pas rationnel, on va l'attaquer à travers un autre exercice. Donc ce sera l'exercice 21, l'exercice de la semaine prochaine. Ok. Bon, alors moi je vais continuer avec cette idée qu'en effet pi n'est pas rationnel. Donc, j'ai une contradiction, ça veut dire que G est dense dans R. Et si G est dense dans R, évidemment, j'en déduis que paire F est dense dans R. Puisque G est inclus dans paire F. Donc paire F est dense dans R. Ok. Et comment je vais conclure? Il y a encore une hypothèse que je n'ai pas utilisée, et c'est maintenant, seulement maintenant, à la toute fin que je l'utilise, c'est le fait que la fonction est continue. Je n'ai pas encore utilisé le fait que la fonction est continue. Eh ben, je vais l'utiliser maintenant. Si je pose f de 0 comme une certaine constante, je sais que, donc, nous savons que pour tout grand T appartenant à paire F, f de grand T est égal à C. D'accord? Or, nous avons deux choses. Paire F est dense, hein, c'est ce qu'on vient de faire, est dense dans R. Et nous avons la deuxième chose, F est continue. Hypothèse que nous n'avons pas encore utilisée. Bon, et bien quand j'ai une fonction qui vaut une autre fonction, quand j'ai une fonction qui est égale à une autre fonction qui elle-même est déjà continue, dans un ensemble dense, donc la fonction constante elle est continue, l'ensemble dense il est là, ok, et ma fonction f est également continue. Donc si j'ai une fonction qui est égale à une autre fonction continue sur un ensemble dense, et que la fonction que je regarde elle est aussi continue, alors les deux fonctions en question sont égales. Donc là je conclus, donc f de x est égal à c pour tout x dans R, par densité. Et donc ça veut dire qu'en effet f est constante. Et voilà pour cet exercice, qui finalement fut deux exercices en un. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cet exercice un peu intriguant vous a donné envie d'essayer de résoudre, de suivre la chose également, la résolution. Si, comme d'habitude, vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées par ces exercices de colle ou notamment par cet exercice. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour l'exercice 21 dont j'ai déjà donné la trame, qui serait de montrer que pi, là j'ai effacé, mais qui serait de montrer que pi est irrationnel. Et donc on le fera à travers un exercice, hein, donc ça veut dire qu'on va se donner une ligne droite quand même, parce que si je vous dis directement montrer que pi est irrationnel, ça va être un peu compliqué. Mais on va le faire à travers un exercice avec des calculs d'intégrale, pour vous donner une petite idée, si vous cherchez un petit peu sur internet, peut-être que vous trouverez le sujet. Donc voilà, et puis c'est tout. Donc sur ce, bonne semaine, bon week-end. Profitez bien des vacances qui arrivent. J'espère que les oraux, pour ceux qui sont en deuxième année, ça s'est plutôt bien passé. Et j'espère que vous avez peut-être pu intégrer l'école que vous souhaitiez. Pour les premières années, ne lâchez rien. On est en vacances, mais il ne faut pas se laisser aller, trop en tout cas. Il faut essayer de garder un certain rythme, parce que sinon, la reprise va être très dure. Et ça ne va pas être une marche qu'il va falloir gravir,
ça va être un mur. Donc bon, essayez d'entretenir au mieux tout ce que vous avez pu apprendre en première année, et tout se passera bien en deuxième année si vous faites ça avec une méthode assez adaptée à vous, quoi. Voilà. Bon, assez de blabla. Bonne semaine et à très bientôt. Salut à tous.